Parfait. Bon, alors on va commencer, chers auditeurs et auditrices de la tanière. Bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la formation de l'Académie des brasseries du Cameroun. Donc, voici un aperçu des sujets que nous allons traiter aujourd'hui. C'est subdivisé en 9 thèmes. Nous allons aborder le parcours, notamment du coach, de l'encadreur qui est avec nous aujourd'hui. En deuxième thème, on va aborder les critères de recrutement et détection. Ensuite, les compétences clés développées par l'académie, la collaboration avec les clubs, réussite en Europe et certaines histoires inspirantes, rôle des formateurs et observateurs dans le processus de développement des joueurs non recrutés et ensuite, pour finir, comment avoir accès à l'académie. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons le privilège d'accueillir l'encadreur Michel Platini, encadreur des catégories U14 dans l'Académie des brasseries. Stéphane. Oui, ok. Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs, bonjour les intervenants. Très heureux encore une fois de vous retrouver dans cette émission spéciale. Comme vous savez, c'est la rentrée des classes en ce qui concerne le football. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans ces spaces qui vont animer très souvent l'actualité du football camerounais. Moi, personnellement, je ne me présente plus, hein. Je pense que les fidèles abonnés, les fidèles auditeurs, les intervenants, vous savez qui je suis. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire pour ceux qui viennent de nous retrouver, pour ceux pour qui c'est la première fois. Ne manquez pas de vous abonner à la page La Tanière. Vous savez très bien que c'est la page qui relaie l'actualité de qualité et qui permet en sorte que vous puissiez être en contact avec différents joueurs, avec le staff technique également au sein de la sélection. Donc, voilà globalement ce qu'il y a à savoir. Ne manquez pas de vous abonner sur nos comptes Twitter, Instagram, Facebook et TikTok, bien évidemment. Ok. Merci le tireur d'élite. Bon, bah, moi, c'est Aurélien, un Mbélé, là. Donc, moi, très ravi d'être avec vous sur cette émission spéciale la formation, parce que c'est très important de mettre la formation en avant. On a toujours l'habitude de prendre des joueurs, et on les met toujours en avant, mais il y a la petite face cachée de cette formation qu'on ne met pas souvent en avant. Et c'est très important aujourd'hui de parler de ça, de parler de la formation. Et on a la chance d'avoir un formateur d'un grand centre de formation, donc on va pas on aura le privilège de vous le présenter. Très important de parler un peu de la formation. Et, euh, et comme je pense que beaucoup de monde ont pu le constater, les brasseries forment énormément de joueurs. Et, ils ont eu à former énormément de joueurs dans le passé. Et là, actuellement, il y a un futur radieux qui s'annonce pour le Cameroun. Et donc, avoir le coach Michel Platini, c'est un honneur pour nous. Michel Platini, je pense que là, c'est la bonne cette fois-ci. Ok. Tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Ah, super. Comme on dit, la patience est une vertu. Donc voilà, en tout cas, merci Michel. Est-ce que tu peux te présenter comme ça, nous allons aborder l'émission. Comment tu présentes toi, tout simplement? Je suis Weladi Michel Platini, entraîneur éducateur de football et ancien joueur de foot. Et aujourd'hui, je suis en charge de U14 de l'école de football Boissy du Cameroun. Et je voulais préciser, l'appellation a changé, hein. Ça fait un peu bizarre. C'est maintenant Élite de football Boisson du Cameroun. Ah, d'accord. Élite Poisson de football du Cameroun. Merci pour cette Élite, précision. élite de football Boisson du Cameroun. Élite de football Boisson du Cameroun. Ok, d'accord. Oui. Merci pour cette précision. Qu'est-ce qui t'a incité pour d'investir dans le développement des jeunes si tu peux nous en dire plus davantage, hein, euh, Michel. Déjà, ça part d'une grosse frustration
Pourquoi? Parce que D'accord. en tant que footballeur, moi, j'ai pas réussi à être pro, ce qui était mon rêve ultime. Beaucoup disaient que j'avais beaucoup de qualités. J'ai fait de bonnes écoles. J'ai fait les brasseries. J'ai fait la Caddy Sport Academy. Mais malgré tout, j'ai pas réussi à être footballeur pro. Donc, derrière cette frustration-là, je me suis dit, bon, voilà, que d'aller faire un métier. J'ai même travaillé dans d'autres domaines. Après, après, la passion du foot me rattrapait toujours. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai pas pu, je sais ce qui a manqué dans ma formation pour que je n'y arrive pas. Connaissant ça, je peux aider les jeunes à facilement être professionnels s'ils ont le talent qui va avec. Donc voilà où vient ma motivation et pour moi, c'est comme une mission, quoi. C'est une mission de commando. J'ai décidé d'apporter tout ce que je savais que j'ai pas pu faire, tout ce que le système m'a pas apporté. J'ai décidé d'apporter ça à mes jeunes frères pour qu'ils arrivent à réaliser leur rêve. Donc aujourd'hui, je tire mon D'accord. bonheur en voyant un jeune réaliser son rêve. D'accord. Merci pour cette perspective inspirante. Mais tu as dit que tu sais qu'est-ce qui t'a manqué. Peux-tu nous en dire plus? Qu'est-ce qui t'a réellement manqué que tu veux prodiguer aux plus jeunes aujourd'hui? Si on veut parler de... Déjà, on a commencé très tard. On a commencé le foot très D'accord. tard. Ça doit commencer très tard. On doit commencer à 6 ans déjà avec une veille. On l'a pas beaucoup eu. On n'a pas beaucoup eu contact avec le ballon, un bon cadre pour l'entraînement. Et après, il y a les structures. Il y a le management qui va avec. J'ai suivi là quelqu'un qui intervenait, qui disait, il n'y a pas assez de visibilité. Donc, c'était pas facile pour nous à cette époque-là d'avoir les décideurs, d'avoir ceux qui décident, ceux qui peuvent dire, bon, le gamin, lui, a le potentiel pour aller à un niveau pareil. Donc, c'est un peu ces détails-là. Et au niveau du jeu, au niveau technique, à mon époque, il n'y avait pas trop de travail spécifique au poste. Voilà, je suis attaquant, on travaille vraiment de façon spécifique avec moi pour gommer mes lacunes et accentuer un peu mes qualités. Donc, on n'avait pas cette approche-là. De toute façon, au fil de l'émission, on va rentrer beaucoup plus en profondeur sur les aspects techniques, physiques et autres. Et puis, Michel, bonjour, ici Stéphane. Moi j'avais une simple question, hein. Le nom Platini, du temps où tu jouais, ce n'était pas un peu assez lourd pour toi quand tu jouais? Parce que s'appeler Platini sur un stade de foot, c'est quand même costaud, hein. J'aurais préféré qu'on m'appelle Mbok ou bien même Duxaga. C'est- Je crois que Platini a eu des problèmes de connexion. On attend qu'il remonte. Ouais, parce que quand même s'appeler Platini, c'est chaud. Et je pense que c'est le deuxième invité qu'on reçoit ici qui a un nom. Parce que la dernière fois, il y avait Yongwa qui s'appelait Darlin Zidane Yongwa. Et je lui avais posé la question que quand tu te présentes, tu glisses Zidane et tout. Lui-même, il a fait comprendre que non, c'est un peu chaud glisser Zidane comme ça. Quand même, hein. Quand tu vas dire que tu t'appelles Zidane ou Platini, ça va être... Oui, Michel. Oui, oui, Michel. Je ne sais pas si tu as entendu la question de Stéphane. Oh, je, je- Oui, allô, Michel, tu m'entends là? On me demandait pourquoi mon nom de Platini, et quelqu'un qui disait que c'était pour m'apporter. Je ne sais pas si... Oh, oui, Oui, c'est ça, oui. j'avais une question aussi, c'était de savoir si quand tu jouais, est-ce que le nom Platini ne te dérangeait pas un petit peu? Parce que tu vois, comme chez nous au Cameroun, tu vas arriver au stade, peut-être à la Cité SIC, et on va t'appeler Platini, Platini, après les 2 premières touches de bas, pap, tu loupes le contrôle. C'est pas un peu... Non, là, non, ça n'a pas pesé sur moi. Ça n'a pas pesé sur moi. Pourquoi? Parce que tout jeune, mes amis m'appelaient comme ça. Et on n'a jamais vraiment utilisé mon nom de Michel. Et à part ceux qui ont fait les classes avec moi, on m'appelait jamais Weladi. Donc ça a toujours été Platini. Et plus jeune, j'ai eu la chance que dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'étais quand même parmi les meilleurs. Donc ça ne pesait pas. Au contraire, quand je ne venais pas jouer, on venait tout m'appeler. Mais ça mettait une pression,
ça mettait une pression quand tu arrivais quelque part parce que direct, les entraîneurs voulaient rapidement voir de bonnes choses parce que tu t'appelais Platini. En plus, je jouais au milieu de terrain. Ah, Donc, on me disait, bon, ouais, directement, on me disait, ah, tu peux jouer comme Michel. Et tout humblement et avec beaucoup de fierté, je disais, bon, on va voir sur le terrain. Et j'ai jamais eu de problème à ce niveau. Je sais que c'était un gros nom. Et le niveau que Michel Platini avait mis était très énorme, mais j'arrivais quand même à ne pas décevoir. Donc, conséquent, c'était pas un problème. Et j'avais des amis qui s'appelaient Diego Maradona, des amis qui s'appelaient Zidane. Donc, ce qui fait que j'étais pas quand même le seul. Mais ceux-là, c'était des petits noms. Et beaucoup souvent pensaient que c'était des petits noms. C'est après des années que les gens se rendaient compte que, hey, il s'appelle Platini. Hey, c'est même Michel Platini. Donc, ces passagers su quand même avoir une personnalité sans que ça ne soit avec ce nom. ah d'accord. Et si je peux me permettre, Stéphane, et tous ceux qui sont dans le space, bah, j'ai eu la chance d'être témoin de ce qu'il est en train de raconter. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment, enfin, il y a une certaine émotion quand on voit un talent comme Weladji Michel Platini, voir que, bon, lui, il n'a pas réussi à atteindre le niveau qui lui était prédestiné, hein, parce que, bon, s'appeler Michel Platini, c'est quand même un destin. Donc, je voulais rajouter sa parole. D'accord, merci pour ce témoignage, Mbondoji. Doug Saga qui lève la main, oui, le jet setter. Oui, Tu as la bonjour. Faites pas attention à ce nouveau tweet name. Ça reste pure pour les intimes. J'avais une question pour le coach Michel. Je voulais savoir si est-ce qu'il a débuté directement avec les U14 ou alors il a commencé avec des enfants plus jeunes ou des enfants un peu plus âgés. Et si les U14, c'est son choix à lui, et il compte se diriger vers des profils de U16, U17 ou U19 dans le futur proche. Déjà, ma première expérience d'entraîneur n'était pas à l'école de foot. Ma première expérience d'entraîneur, j'étais encore joueur. Et là, j'étais interne à la Cadi Sport Academy. Et il y avait le Festi Eto. Le Festi, la première édition où on a fait la finale à Mbappé où le président Laporta de Barcelone était venu pour assister à cette finale-là. Donc, c'était ma première expérience. Il y avait l'équipe de Chêne Nouvelle et on avait mis un amoureux du football. Et plus le niveau montait, et on avait l'impression qu'il était un peu dépassé. Donc, on m'avait fait signe, on m'avait dit, bon, viens épauler ton jeune frère et essayer de gagner ce trophée-là. Parce que l'équipe là, c'était un peu l'équipe qui était pro de Samuel Eto'o et vraiment, on avait beaucoup d'engouement et les gens voulaient à tout prix qu'on gagne. Donc, voilà ma première expérience en tant que coach. Et c'était des gamins de, je pense, 10 ans, 10 ans, 11 ans. Donc après ça, il y a eu les brasseries. Quand le manager général, M. Faubert Nono, apprend que j'ai arrêté le foot et que je fais dans autre chose. Donc il m'appelle, il me dit, voilà Michel, on aimerait t'avoir avec nous et tout ça. Moi au début c'était vraiment difficile. Pourquoi? Parce que je me posais bien la question, est-ce que je peux? Et c'était un nouveau métier, c'était compliqué. Je me demandais bien, est-ce que je peux, est-ce que. Bon, comme j'étais passionné et que j'avais vraiment envie de transmettre, donc je suis venu humblement. Et quand je commence avec toutes les catégories. Je suis un stagiaire, je commence avec les U14, je vois ce qu'on fait dans les U17, les U16, les U18. Donc, je suis un peu celui qui va dans tous les groupes, qui écoute, qui participe à tout. Et après, mon premier poste a été avec les U14. Pourquoi? Parce qu'au Brasserie, à l'époque, il y avait des catégories, il y avait que 4 catégories. Il y avait les U14, les U15, les U16 et les U18. Et là, ça a changé avec le temps et c'est devenu les U14, les U16 et les U18. Et dans chaque catégorie, il y a 2 catégories d'âge. Dans les U14, on a 11 joueurs de U13 et 11 joueurs de U14. Donc, c'est là-bas où je commence parce que c'était le plus facile pour moi. C'est l'endroit où on ne met pas beaucoup de pression, où il faut vraiment commencer pour comprendre les bases et prétendre aller plus haut. Donc, je commence là-bas naturellement et c'était pas un choix, c'était pas une volonté de ma part. C'est où le manager avait décidé que j'étais le plus apte à apprendre. Donc, c'est là où je commence. Ok, d'accord. Et j'avais une dernière question pour moi, pour ma part.
Sans indiscrétion, tu viens de quelle ville et de quel quartier? Moi, je viens de Douala, je viens de Newbel. Newbel, Ok, précisément, d'accord. CBC Ngangé. Ça a coupé, j'ai pas entendu. Tu viens d'où de Nebel? Ouais, je viens de Newbel à CBC Ngangé. Ah, ok, d'accord. Ok, ok. On n'est pas loin, nous deux, alors là. On n'est pas loin. Ouais, donc Ok. je suis là. Ok. Bon, après avoir exploré le parcours inspirant de Platini, plongeons-nous maintenant dans le processus de recrutement dans les boissons du football du Cameroun, c'est ça, hein? C'est ça la nouvelle appellation. Élite Tu peux- du football boisson du Cameroun. Élite de football boisson du Cameroun, d'accord. Bon, pour le premier thème, on va aborder la question sur les critères de recrutement. Commençons par les bases. Quels sont les critères techniques et physiques que l'académie recherche chez les jeunes joueurs pour les préparer afin d'avoir jusqu'à la fin de leur formation? Et déjà, avant de parler des critères, il faut parler du mode de recrutement. Le Nous, mode de comme recrutement, on, oui, d'accord. oui, nous, comme on est une école un peu, nous, notre philosophie, c'est que l'école de foot brasserie appartient à tous les Camerounais. Ça appartient à tous les Camerounais par rapport à l'histoire de la Coupe Top et l'histoire de Montpellier, tout ça. Donc, nous, on a opté pour, notre recrutement est basé sur quoi d'abord? On invite les anciens professionnels, les anciens Lions indomptables de 82, de 90, de 94 et ceux qui sont actifs dans le football. On forme une cellule de recrutement et on les envoie dans tout le Cameroun. Ils arrivent dans des villes et ils ont pour mission de rentrer avec une équipe type. Donc au départ, il y a au moins 5000 gamins qui s'inscrivent de façon générale. Durant les dernières années, il y a toujours eu au moins ces 5000 gamins. Et chacun dans chaque province, dans chaque région, est chargé de revenir avec une équipe de 11 gamins. Et les 11 D'accord. gamins maintenant sont internés aux brasseries pendant 3 à 4 jours. Et pendant les 4 jours, nous, on a la responsabilité, avec encore ces monuments du foot camerounais, plus quelques entraîneurs de l'école de foot. On est chargé pendant ces 3 jours de sortir 11 gamins, plus 12 gamins, donc il y a 11 gamins pour la catégorie de U13, et un gamin qu'on prend qui est censé être le plus talentueux, mais le plus petit, le Benjamin de la catégorie. Maintenant, les critères sont simples, hein. Tout le monde connaît les critères de haut niveau. Un latéral doit être ci, un latéral doit avoir de la vitesse. Mais surtout, on veut des joueurs intelligents. On veut des gamins intelligents, des gamins que quand tu vois jouer, tu sens que le gamin, lui, a quelque chose déjà. Donc, c'est pas un recrutement où on insiste sur beaucoup de choses. On n'insiste pas beaucoup sur le plan physique, hormis de la vitesse. Quand un gamin a de la vitesse, on fait attention à ça. Mais au niveau technique, on a besoin que le gamin soit intelligent, que le gamin ait un bon rapport avec le ballon. Donc voilà, de façon générale, sur quoi on s'appuie pour recruter les gamins. Maintenant, en tenant compte du côté athlétique, la taille, on va pas quand même aller chercher un gardien de but qui est trop petit, qu'on sent qu'il va pas grandir. On cherche quand même un gardien qui est grand. Quand on regarde des postes de défenseur central, on regarde les standards de haut niveau. Est-ce que le petit va grandir? Souvent, on se trompe là-dessus, hein, parce que ça se fait à vue d'œil. On peut prendre un gamin, un défenseur central. Après, s'il ne grandit pas, c'est pourquoi il faut s'appuyer sur des critères d'intelligence, des critères techniques. S'il ne grandit pas, ça pourra faire un bon milieu, ça pourrait faire un bon avant-centre. Donc, c'est comme ça qu'on regarde simplement le flair de ces champions-là qu'on appelle au secours pour venir faire nos recrutements. Le flair, quand vous avez des champions, des gens qui ont joué des Coupes du Monde, qui ont joué des Coupes d'Afrique, avec son ressenti, avec son expérience, il peut carrément voir un gamin qu'à vue d'œil, vous, jeunes éducateurs, vous ne pouvez pas voir. Donc voilà comment on s'appuie pour recruter les futurs talents de l'élite de football boisson du Cameroun. Ok. Le Noiro, tu as une question, nous t'écoutons. Bonsoir Michel. J'avais une question. Bonsoir à toi, bonsoir. Pourquoi les U12 et pas les U14 par exemple, quand vous faites le réseau de recrutement, pourquoi être focalisé sur les U12 et pas plus jeunes ou bien plus vieux? C'est la question que je me pose.
Ok, pourquoi les U12? Déjà, il faut comprendre, comme je le disais tout à l'heure, on a une catégorie de U14 au brasserie. On a trois catégories, les U14, les U16 et les U18. Mais quand tu entres en profondeur dans les catégories U14, U16 et U18, dans une catégorie, il y a deux catégories d'âge. Il y a chez les U14, il y a les U12 et les U13, qui après seront les U14 au cours de l'année, parce qu'une année scolaire, c'est sur 2 années civiles. Donc, parce qu'on s'est rendu compte au départ que quand on recrutait rien que des joueurs qui avaient 13 ans et qui au cours de l'année devaient avoir 14 ans et en fin d'année devaient passer en U15, en U16, on n'avait pas ce relais-là. On n'avait pas ce relais-là. On avait 22 gamins qui passaient à une autre catégorie et on avait 22 gamins qu'on recrutait et il fallait tout apprendre. Il n'y avait pas de mentor là. Donc maintenant, comme on a 12 gamins qui ont 12 ans, qui entrent, ça fait qu'on a deux catégories. En fin d'année, chez les 18 ans, on a 11 gamins qui vont sur le marché, qui n'ont plus l'âge pour être à l'école de foot, qui vont sur le marché, soit pour les équipes du Cameroun et peut-être ceux qui ont beaucoup plus de niveau, qui iront dans le championnat, dans des championnats encore plus forts. Et maintenant, les U17 qui étaient avec eux deviennent des U18. Chez les U16, les U16 montent pour compléter et devenir U17. Les U15 deviennent des U16. Les U14 deviennent des U15 dans la catégorie des U16. Et maintenant, chez les U14, on recrute à la Coupe Top ces 11 joueurs-là qui ont 12 ans pour compléter ceux qui étaient là l'année passée par la Coupe Top et qui aujourd'hui ont 13 ans pour compléter ces 11-là pour former la catégorie 14. Ça nous permet que ces nouveaux-là apprennent plus, ils apprennent rapidement euh, aux côtés des 13 ans qui ont déjà un an avec nous. Et aussi, ça permet aussi qu'on n'a pas 22 joueurs à mettre sur le marché. Parce que quand tu as 22 joueurs à mettre sur le marché, même si tu en vends 11, il y aura 11 dessus. Ça nous permet aussi d'avoir que 11 joueurs qu'on pourra mettre sur le marché en fin d'année. Donc voilà pourquoi on recrute de cette façon-là. Ok, ok, d'accord. Avant de passer à la prochaine thématique. Ouais, Roberto, tu as une question? Oui, bonsoir, coach Michel Platini. J'espère que vous allez bien. Merci vraiment de Bonsoir. l'honneur que vous me faites de votre présence. Moi, je voulais toucher un peu du doigt un sujet un peu risqué. Vous allez m'excuser. J'aimerais savoir comment est-ce que ça se passe à à l'élite de football des Brasseries de son nouveau nom pour gérer les cas de fraude à l'âge. De fraude à l'âge. Oui. Déjà, il faut comprendre que c'est un domaine très compliqué. Pourquoi? Parce que la fraude, souvent, un gamin a un document qui est certifié, mais de face, toi-même, tu vois que il y a des doutes. Il y a des doutes. Et tu n'es qu'une structure. Tu ne peux pas dire à un gamin qui a un document qui est certifié et qu'il a triché cela. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On applique simplement la morphologie. Ça veut dire on fait des critères de morphologie. On a notre équipe de morphologie pendant la Coupe Top et qui regarde. Et s'ils estiment que tu n'as pas tu n'as pas cet âge-là parce que tu es tellement grand, que c'est tellement visible, ils vont simplement t'éliminer. Donc on ne peut pas faire de magie. On peut se tromper sur d'autres cas parce qu'il y a des gamins qui sont souvent très grands par rapport à l'âge qu'ils ont. Et on peut se tromper. Moi, je l'avoue parce que je pense qu'il y a eu des cas où on s'est trompé. Mais c'est tout ça, c'est pour éviter la fraude. C'est pour éviter la fraude. On regarde bien les documents. Si les documents sont à la norme, on te permet de participer au tournoi. Mais sur des cas vraiment très rares, ça arrive très rarement, où tu vois un gamin qui est vraiment très grand et que ça se voit visiblement qu'il a triché et on peut le mettre de côté. Il faut pas oublier aussi qu'à la Coupe Top, on ne demande pas comment je peux dire ça, on ne demande pas l'acte de naissance original, on demande la photocopie de l'acte. Donc, il y a d'autres qui peuvent passer entre les maillons, mais quand ils arrivent pour les tests finaux, on essaye de se rapprocher des mairies pour voir si les actes sont conformes. Quand ils sont conformes et que le petit a le talent qu'il faut, on valide.
Donc voilà les deux critères où on s'appuie. On vérifie, on regarde la morphologie par rapport à notre équipe et après, on se rapproche des mairies pour voir si les actes sont vraiment touchés et s'ils ne sont pas des actes frauduleux. Merci, coach, pour la réponse. Coach, moi D'accord. j'avais une question concernant toujours le critère de recrutement. Moi j'aimerais savoir si au brasserie, vous allez à la quête des talents ou bien vous laissez les talents venir à vous. C'est-à-dire que est-ce que toi par exemple, lorsque tu regardes un 2-0 des jeunes dans ton quartier, tu te dis ah oui, lui là, je peux le ramener avec moi au brasserie, ou alors forcément vous vous attendez que les gens ils vous ramènent des potentiels cracks. Non, déjà, comment je peux dire, le recrutement au brasserie se fait par la Coupe Top. Et la Coupe Top, c'est quoi? C'est nous qui organisons. Donc, ça veut dire qu'il y a un pas, et je pense que c'est dans les deux sens. Si nous, on voulait pas aller vers les joueurs, on n'organiserait pas la Coupe Top. Donc, je pense que le fait d'organiser la Coupe Top, où on dépense vraiment pour pousser les enfants à venir jouer, on essaye de faire pour que ça soit dans toutes les régions du Cameroun. Malheureusement, une région comme le Sud-Ouest, par rapport aux problèmes qu'on connaît là-bas, depuis quelques années, on n'arrive pas à faire la Coupe Top là-bas. Donc, on se bat pour que la Coupe Top soit dans les 10 régions. Et maintenant, on est toujours à l'affût si je te disais que c'est pas en regardant un match, en regardant un 2-0, on ne regarde pas les talents, c'est faux. Non, on est toujours à la quête de Samuel Eto'o, on est toujours à la quête de Choupo-Moting, on est toujours à la quête de Nicolas Nkoulou, de tous ces grands champions que le Cameroun a eu et continue d'avoir. Donc, quand moi, je m'en vais quelque part, je regarde, j'adore regarder le foot des jeunes. Je regarde un jeune, j'essaie de voir les critères qu'il a. Et quand il a l'âge de faire la Coupe Top, je lui conseille, je me rapproche, je lui conseille, je lui dis, bon, voilà, il y a la Coupe Top, va, tu peux avoir ta chance. Maintenant, au cours de l'année, c'est de façon exceptionnelle. On peut avoir un gamin qui renonce à sa formation. On peut avoir un gamin qui n'a pas vraiment rempli les critères, les attentes qu'on avait et qu'il y a une place vacante. Le manager, exceptionnellement, peut décider de recruter, peut décider de recruter. Et là, il nous dit ce qu'il attend par rapport à ce poste-là. Il nous dit, bon, voilà, on manque peut-être un milieu de couloir, un joueur extérieur. Je veux un joueur extérieur de ce profil-ci. Si maintenant, moi, j'avais eu à voir un gamin qui est au quartier, je peux le proposer, déjà en connaissant le niveau du gamin, je peux le proposer au gamin. Et là, quand je propose au gamin, sur la base de la confiance qu'il a pour moi, il peut faire venir le gamin et le gamin doit passer des essais. Ça peut être des essais sur 3 jours, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur 2 semaines. Et si le gamin confirme ce que j'attendais, ce que moi j'avais vu en aparté, avec tout le staff de l'école de foot, de l'élite de football brasserie Boisson du Cameroun. Là, s'il confirme, là, on le recrute, mais c'est de façon exceptionnelle. Et on évite de faire ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup de gens dans le quartier, dans les quartiers, qui se fait passer pour nous, qui arnaque les parents, qui détourne les enfants. Et après, on se retrouve avec des gamins qui pensent que nous, on a été malhonnêtes. J'ai eu des cas où un gamin vient, il me dit à moi qui cherche Weladi Michel Platini, le code Weladi. Je lui ai dit, mais c'est moi le code Weladi. Il dit, non, c'est pas vous. Et on se rend compte qu'ils ont été abusés par des charlatans dehors. C'est pourquoi on évite de recruter sur le tas. Et à chaque fois qu'on recrute, ça veut dire qu'on s'est trompé sur un gamin. C'est pour ça qu'il faut éviter de se tromper. C'est pour ça que on préfère vraiment se concentrer sur la Coupe Top, prendre le temps de recruter des bons gamins qui pourront faire leur formation totale, donc de 12 ans à 18 ans. Donc coach, voilà ce qu'il peut dire sur cette question-là. Donc, coach, puisque tu as ouvert la brèche, pour sensibiliser alors les différents parents qui sont dans ce space, il faudrait passer un message de sensibilisation, c'est-à-dire que les parents sachent que pour intégrer l'école des brasseries, voilà le procédé
éviter de se dire que voilà, on va passer ci et là, parce que comme tu l'as soulevé, et les parents, ils se font arnaquer. Tu vois un jeune, il te rencontre, toi, il dit que je cherche le coach Michel Platini, alors qu'il a le coach Michel Platini devant lui. Quel est donc le conseil que tu pourrais donner aux différents parents qui sont dans ce space? Eh bien, moi, le conseil que je peux donner aux parents, c'est déjà d'envoyer les enfants à la coupe top. Dès 11 ans, 12 ans, envoyez les enfants à la coupe top. Ne vous dites pas le gamin il est trop petit parce que vous ne connaissez pas ce que le gamin a dans le ventre. Nous, on sait ce qu'on regarde pendant la coupe top. On regarde des enfants qui sont talentueux. On regarde pas forcément des enfants qui peuvent déjà apporter un rendement sur le terrain. Donc, envoyez les enfants, que chacun essaye. Je sais que la coupe top, c'est pas facile. Ça permet déjà aux enfants de s'épanouir pendant les congés et aussi de se faire voir. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est de façon exceptionnelle, comme je le disais tout à l'heure, quand on a un gamin qui n'a pas été à la hauteur des attentes et que le manager exceptionnellement demande qu'on regarde dehors. Quand on veut recruter un gamin aux brasseries, on le fait passer en essai. Et pour le faire passer en essai, on lui donne un formulaire. On lui donne un formulaire à remplir pour son assurance parce que pendant qu'un gamin vient faire des examens, il peut avoir une blessure et il faut intervenir rapidement. Donc, ce formulaire-là autorise l'enfant à venir. Donc, le parent autorise l'enfant à venir. Et maintenant, les brasseries ne demandent aucun radis, aucun franc pour venir faire les tests. Au contraire, par rapport à la distance de l'enfant au site de l'école de l'élite de football Boisson du Cameroun, par rapport à la distance qu'il a par rapport à Ndokochi, nous, on lui paye le transport. Donc, on ne va jamais vous dire, voilà, il faut donner telle somme, il faut donner telle somme pour que l'enfant vienne faire des essais. Les essais, quand ils sont faits de façon gratuite. Ils sont faits gratuitement. On ne demande pas de transport à l'enfant. On ne demande pas que l'enfant donne l'argent à un coach. Et on le dit toujours, les parents ne font que s'entêter. Il n'y a pas une somme qu'on donne. Nous, notre école, elle est faite sur la base du potentiel. Quand un enfant a le potentiel, il a le niveau, on le recrute, c'est gratuit. Donc, je répète encore, c'est gratuit. On ne demande rien. Si vous vous engagez à donner l'argent à un parent, parce qu'il y a un entraîneur qui vous a dit, machin, ça vous engage. C'est gratuit. On le dit dans beaucoup de podcasts, on le dit dans beaucoup de panneaux publicitaires. L'école de foot est gratuite. Envoyez vos enfants à la coupe top. On ne demande pas un franc. On vous demande juste la photocopie de l'acte de naissance, un bulletin scolaire de l'année écoulée pour montrer qu'il est bien scolarisé. On vous demande une photo entière à participer à ce tournoi-là. Donc, on ne demande rien de plus. On vous fournit une fiche remplie pour avoir le poste de l'enfant, le nom de l'enfant, le numéro de téléphone du parent. On vous demande si au niveau médical, s'il a eu un problème. Et on vous demande une autorisation parentale pour pouvoir permettre à l'enfant de façon officielle de venir participer à la Coupe. Voilà tout ce qu'on vous demande. Vraiment. Donc, ne prenez pas votre argent, vous donnez un gamin. Si un éducateur vous dit, donne-moi telle somme, je vais amener l'enfant au brasserie faire les essais, il faut lui dire, tu es un voleur, tu es un arnaqueur, parce qu'on ne demande rien du tout. Donc, voilà ce que je peux dire à ces parents-là. Ok, d'accord. Je voulais Dernière question, si vous permettez. Attends, Rodolphe. Vas-y. Je voulais donc j'ai eu une confirmation d'un cousin à moi qui t'a vu jouer à la KSA et d'ailleurs il te salue, Tinafis. Oui. J'aimerais savoir quelle est la différence entre toi qui est encadreur aux brasseries et qui a joué à la KSA. Quelle est la différence entre la KSA et les brasseries de maintenant au niveau du recrutement? Au niveau du recrutement, déjà, le critère qui handicape un peu la Cadis Sport Academy, que je remercie beaucoup, qui m'a donné une bourse de 7 ans, je pense. Donc, je leur dirai toujours merci. Mais en tant que professionnel, je dois être clair avec ce que je pense et ce que je dis. Moi, je pense déjà le fait de payer la pension
Ça élimine beaucoup de gamins. Quand vous voyez la carte du sport, pour ceux qui n'ont pas la bourse, il y a une petite minorité qui a la bourse, mais la grande majorité n'ont pas de bourse. Et les bourses s'élèvent à plus d'1 million de francs. Donc, vous savez, avec le Cameroun, les temps qui sont durs, la difficulté de certains parents, il y a beaucoup de gamins qui sont déjà éliminés. Moi, dans mon quartier, par exemple, je compte au bout des doigts le nombre de parents qui peuvent se permettre de payer 1 million de francs pour que leur gamin aille à l'internat, à la carte du sport. Pourtant, aux brasseries, c'est gratuit. Donc, quand un gamin va aux brasseries, c'est gratuit. Donc, déjà, ça, rien que ce critère-là permet aux brasseries d'avoir beaucoup de gamins. Donc, moi, je dirais que c'est déjà un frein. C'est déjà un frein. Juste l'inscription, c'est déjà un frein. Ok, d'accord. Ok, donc toi, tu parles plus Moi, au côté financier, quoi. voilà. Ouais, Ok. à mon époque, la carte du sport était gratuite. Parce Même, que c'est ce que j'allais dire parce que j'ai beaucoup de cousins qui ont été à la KSA, dont Tina fils. voilà, Et je sais que à cette époque-là, quand je partais au pays, c'était pas forcément payant pour certains. Je dis bien pour certains. voilà. Et je pense que plus tu te sens enfoncé là. À la carte du sport, au départ, c'était pas mauvais de faire payer les gamins. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à un moment, ils ont carrément exclu les boursiers. Les boursiers, moi, j'ai fait la carte du sport étant en Spain. Je commence au BBA à l'époque, au 21e bataillon, là, à Saint-Michel, juste à côté de Saint-Michel. On s'entraînait là-bas avec le coach Tayo et mon feu grand frère, le coach Diallo Sewe, Sewe Joseph, appelé, son petit nom était Diallo. Diallo. Donc, Diallo, Diallo. voilà. Donc, nous, on commence au BBA et c'était gratuit. De fur et à mesure, et il n'y avait pas de pensionnaires. Bon, maintenant, moi, je comprends qu'il y a des gamins qui voulaient jouer au foot. Et comme les places étaient limitées, peut-être qu'ils ont fait des essais et qu'ils n'ont pas pu entrer. Et les parents ont les moyens de payer. Et ça permet aussi que ceux-mêmes qui n'ont pas beaucoup de talent au départ pour entrer peuvent venir payer et à force de travailler, se retrouvent avec un très bon niveau. Donc, moi, c'est pas le fait de payer qui est un problème, mais c'est le fait d'avoir supprimé de fur et à mesure les bouchers. Tu vois un peu. Parce qu'avant, D'accord. à partir de 2001-2002, il y avait des boursiers et il y avait des pensionnaires. Et ça ne gênait pas. On avait trois catégories comment je peux dire ça, de boursiers. Et il y avait des catégories de pensionnaires. Et quand tu étais un pensionnaire qui avait payé, peut-être parce que tu ne savais pas à quel moment on a recruté, ou bien peut-être tu avais fait le recrutement et tu n'avais pas réussi, tu payais. Quand tu travaillais et que tu avais le niveau pour être dans un groupe boursier, l'année qui suivait, déjà on te faisait intégrer, malgré ton statut de pensionnaire, dans le groupe boursier. Et l'année qui suivait, on te proposait une bourse. À toi de dire oui ou non. On te proposait une bourse. D'accord. Le premier pensionnaire, le premier pensionnaire qui a eu une bourse à la Cadi Sport, si je ne me trompe pas, c'est Loparimi. Tu vois, jusqu'aujourd'hui, Yopa. je me rappelle de son nom. Oui, Loparimi. Ah. Voilà, c'était le premier pensionnaire à la Cadi Sport à avoir quitté du côté pensionnaire et l'année qui suivait, boursier. Donc, même malgré ça qu'on payait, c'était toujours bien. Mais de fur et à mesure, on a carrément éliminé les boursiers jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y avait tellement peu de boursiers. Donc, c'est devenu compliqué. Donc, rien que le critère là, moi, je connais plein de gamins qui m'abordent, qui me disent, Coach, je vais aller, parce que beaucoup confondent souvent Cadi Sport et l'élite de football boisson du Cameroun. Et il me dit, Coach, je vais aller à la Cadi. Je lui dis que, gars, c'est payant. C'est payant. Tu vois un peu. Bon, maintenant, ils ont Bien sûr. compris. Ils ont compris. Je vois, ils ont organisé déjà j'ai vu MTM s'allier à eux pour organiser des trucs. J'ai appris qu'ils commencent déjà à s'intéresser aux boursiers. Donc, ça revient déjà à la normale. C'est déjà une bonne chose. La preuve, c'est que ces dernières années, on voit de très bons joueurs sortis de là. Ok, bah ça répond à beaucoup de mes questions au niveau des joueurs qui ont du mal à sortir de la KSA, mais je comprends beaucoup de choses. Alors, merci, merci. D'accord, on va essayer d'avancer à la prochaine thématique. On va parler maintenant des collaborations. On sait que la collaboration est la clé. Comment l'élite de football boisson du Cameroun travaille-t-elle en partenariat avec certains clubs, notamment d'Europe?
comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, et ça, c'est mon avis personnel, hein, c'est mon avis personnel par rapport à ce que Sans rentrer dans les détails, bien entendu. Hein. C'est Oui, juste non, ouais, pour ouais. savoir. Ce que moi, je vois depuis que je suis à l'élite, ce que je vois déjà, c'est que on a la chance d'avoir un très grand manager, M. Nono Jean Flaubert, qui, euh, qui avait son réseau parce que c'est un Camerounais, en même temps c'est un Français, il a vécu en France. Donc avec son réseau qu'il a développé là-bas, c'est quelqu'un qui a au départ, c'était pas facile. Il a amené beaucoup, il a joué de son carnet d'adresse pour amener certains recruteurs, certaines écoles comme Lyon, comme Nyon. Et à force de travail, ce que les autres ont vu sur le terrain, c'est aller de bouche en oreille. Ça s'est vu avec des premiers recrues comme Pilton J. On a vu avec Zelam Kem. Et ceux qui sont curieux ont commencé à voir ce qu'on pouvait faire. Au début, c'est difficile parce qu'on n'avait pas de porte-flambeau. On avait de porte-flambeau par rapport à l'ancienne génération parce qu'il faut savoir que la nouvelle génération de 2008, c'est Monsieur Nono Jean Faubert qui l'a impulsé parce qu'on on peut pas se fier sur des Samuel Eto'o, des Wemelen, des Salmon Limbe. Je considère que ça, c'était un autre système, c'était une autre force. Les Brasseurs ont été un peu morts. Et après, là, quand M. Nono est venu, il a utilisé son carnet d'adresse. Et par rapport à ce que je vois, c'est que ceux qui sont venus au début, ils ont vu de belles choses, ils sont allés, ils ont relayé. Et de fur et à mesure, on a eu beaucoup de gens qui venaient. Donc, je pense que c'est des joueurs qui sont sortis, qui ont montré une belle image de l'école. Et les recruteurs qui sont venus, qui ont bien parlé de l'école, ça a poussé aujourd'hui beaucoup de clubs professionnels, beaucoup d'agents de joueurs à venir sur le terrain, à voir ce que nous on peut proposer. Donc je pense que ça s'est fait lentement et progressivement. Donc j'espère quand même qu'il faut rajouter une couche là-dessus. Il y a des parents dans le space. Je vois, il y a les Estelle, les Lio, les Yuno, les Boris Mbachou. Vous êtes des parents, vous avez des petits frères au quartier, au pays, tout ça. Il faut faire comprendre aux parents que pour intégrer les brasseries, c'est gratuit. Il n'y a même pas un franc CFA à payer. Donc, le mec qui vous demande de l'argent, à défaut de l'amener sur les réseaux sociaux, vous le portez plainte rapidement. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire que je m'appelle Michel Platini. Non, c'est de l'arnaque. Il n'y a pas un 5 francs à donner. Comme on vous l'a dit, vous amenez un certificat médical, une photocopie de l'acte de naissance de l'enfant, le certificat médical. Et puis, vous avez l'assurance que vous aurez l'argent de la moto pour partir de Ndokoti jusqu'à l'endroit où l'enfant il va passer ses tests. Les tests sont étalés sur 3 jours. Donc, il n'y a même pas, vraiment pas du tout 5 francs à dépenser. Comme aujourd'hui, l'appellation a changé, c'est boissons. Ça veut dire que l'enfant, il aura des boissons aussi, certainement, de la grenadine, ananas et tout. Donc, vous n'avez vraiment rien à faire. Il n'y a vraiment rien à dépenser. Vraiment, les parents, faites très, très attention. Ne vous faites surtout pas arnaquer. Oh putain, c'est ouf. Ma question portait plus sur la collaboration que vous pouvez avoir avec les clubs locaux. Toi, en tant que coach dans cette école-là, est-ce que tu penses que, est-ce que tu conseilles à un joueur d'un certain niveau, d'un certain talent pour sa formation, est-ce qu'il serait préférable pour lui de rejoindre des clubs à l'étranger assez rapidement, assez tôt, ou alors il serait préférable pour lui de rester au Cameroun et de côtoyer un petit peu l'élite avant de s'expatrier? Qu'est-ce que toi, dans ta posture à toi comme coach, tu recommandes? Parce qu'on voit, il y a des jeunes joueurs qui signent en ce moment. Moi, je me dis peut-être ils auraient pu rester au Cameroun, côtoyer l'élite une saison et puis avant de partir. Moi, je rejoins la tanière parce que quand on m'a contacté, je me suis rendu compte quand même que j'avais des gens qui étaient passionnés de foot et je me suis rendu compte que c'est des débats qui sont intéressants. On m'a vraiment conseillé de venir parler avec vous, que c'est souvent huileux, mais dans le fond, c'est constructif. Moi, je peux pas mentir à un gamin. Le championnat camerounais ne fait pas rêver. Ça fait pas rêver. L'encadrement qui est autour des joueurs, la qualité des stades, ça a un peu changé ces dernières années. Surtout le manque de championnat jeune, surtout. Voilà. Donc, moi, je dis, un gamin, le championnat ne peut pas rêver. Pourquoi un enfant a envie de jouer ici?
faut qu'il rêve. Il faut qu'on lui vende le championnat. Le championnat aujourd'hui ne se vend pas bien. Donc, toi, tu vas pas dire à un enfant d'aller jouer. Quand tu vois un enfant, par exemple, les Neymar, quand ils sortent de la formation, ils vont rapidement jouer avec des clubs parce que ça fait rêver. Il y a 80 000 personnes au stade pour un match de championnat brésilien. Il y a 40 000 quand c'est pas beaucoup. Hein? Les salaires sont confortables. Le gars peut décider de faire même toute sa carrière au Brésil parce qu'il a des exemples. Il y a des joueurs qui restent au Brésil, qui ont une belle maison, qui peuvent envoyer des enfants à l'école. Mais honnêtement, le footballeur camerounais, il ne peut même pas s'occuper de lui-même. Donc, pour ne pas dire... Et les gamins ne sont pas bêtes. Quand un gars il a 16 ans, 17, 18 ans, il le sait. Donc, quand tu viens devant un gamin, tu lui dis non, on va d'abord jouer là-bas. Déjà, les clubs, quand vous allez dans un club faire peut-être 2 semaines et que vous regardez les choses, ça ne peut même pas arriver. Donc, aujourd'hui, quand un gamin a le niveau de sortie, honnêtement, il sortira. Déjà parce qu'au niveau de la passion, il va trouver ce qu'il veut. Il va jouer avec les meilleurs. Il va être dans un environnement où on respecte son métier. Il va vivre dans un environnement où il pourra prendre soin de sa famille. Mais déjà au Cameroun, il peut même pas prendre soin de lui-même. Donc, moi, je dirais, c'est pas un débat honorable. Travaillons sur notre championnat. Mettons-le à un niveau où on peut dire que non, le gamin peut décider de faire le choix là de venir jouer dans son pays, de jouer dans son pays. Et vous allez voir qu'après, ça ne sera plus une question, ça va être quelque chose qui va être naturel. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas le cas. Mais Michel Platini, on nous a dit qu'avec l'arrivée de la légende Samuel Eto'o à la tête, que le championnat jeune allait reprendre. Mais quand on t'entend, il semblerait que le championnat jeune n'a toujours pas démarré. Est-ce le cas? Non, le championnat jeune sait jouer. Mais comment? Moi, je dis toujours, il faut toujours encourager ce qui a été fait. Le championnat jeune s'est bien joué, je pense, en 2001, en 2021. Ça s'est bien joué. Il y a eu vraiment, au niveau départemental, ça a joué, même s'il y a eu des problèmes, parce que quand on commence quelque chose, vraiment, quand on y met du cœur, il y aura toujours des problèmes. Moi, ce que je reste optimiste, je vois ce qui a été fait. Moi, j'ai vu ça a été bien fait. Après, on a joué au niveau on a d'abord joué au niveau départemental, après on a joué au niveau régional, après on a eu un tournoi pour jouer au niveau national, donc les vainqueurs de chaque région se sont retrouvés à la Cadi Sport et ils ont joué. Maintenant, après ça ne s'est pas bien joué, parce qu'il faut savoir, des écoles comme l'élite de football Boisson du Cameroun, pendant la période de congé, on envoie les enfants à la maison, parce que les gamins, il faut le dire, de janvier à fin juin, les enfants de l'UFBC sont vraiment, vraiment avec nous. Nous, on n'a pas de vacances de Pâques. On profite pour faire la Easter Cup, on profite pour faire le championnat chez nous, on profite pour faire des oppositions internes. Donc, on n'a pas de temps. Les enfants ne se reposent pas, ils ne voient pas leur famille. Donc, quand on arrive en juin et que le championnat ne s'est pas joué, il faut jouer le championnat de façon rapide en un temps record. Moi, je pense que c'est pas dans ma façon de voir le championnat jeune. Pour moi, le championnat jeune, c'est un championnat qui est mis là pour permettre à chaque éducateur affilié d'évaluer ses enfants, soit le week-end et souvent peut-être 2 fois la semaine. Donc, c'est comme ça que ça doit être fait. Donc, pour l'instant, c'est pas encore bien fait, mais bon, il y a du travail à faire. Je savais que ça ne devait pas se faire d'un coup. On va leur donner encore un peu de temps et on verra s'ils arrivent à nous amener comme ils nous ont fait dans les cahiers de charges. D'accord, ok. Merci pour ce témoignage, Michel Platini. Douk Saga, tu as une question? Oui, oui. Ma question, en fait, elle emboîte le pas dans celle de Stéphane. Elle concerne les clubs locaux également. Je voulais savoir rapidement, est-ce que, comme ça se fait dans certains championnats à l'extérieur, est-ce que certains clubs locaux approchent l'élite de football des Boissons du Cameroun pour avoir, par exemple, des options préférentielles sur certains jeunes, comme on le voit souvent en Espagne avec des grands clubs comme le Barça qui peuvent décider, par exemple, je prends un exemple, Coton Sport qui suit une compétition avec des jeunes des brasseries et qui décide par exemple que, ok, vous avez un joueur de 16 ans qui nous plaît, est-ce que c'est possible de signer une option préférentielle sur ce joueur qui fait que quand il aura 17 ou 18 ans,
il y a une sorte de pré-contrat pour qu'ils rejoignent d'abord Coton Sport? Ou alors est-ce que ce genre de deal n'intéresse pas du tout l'élite de football des Boissons du Cameroun? Bon, déjà, il faut savoir que Coton Sport, c'est une grande structure. Coton Sport a une académie, hein. Donc, je ne pense pas que si Coton Sport a un gamin de 16 ans et qu'une équipe vient faire ça, je ne pense pas qu'ils seront très, très contents. Le but, c'est quoi? Optimiser la formation. Il faut comprendre aussi que les formations, comme le Coton Sport, quand ils te prennent un gamin, ils vont te prendre un gamin tôt. Moi, je vois pas un gamin qui est au brasserie tel que nous on travaille, va vouloir peut-être, son rêve va être chuté à Coton. Moi, généralement, pour être honnête, moi, je vais pas faire de langue de bois parce que ça ne sert à rien. Et les gamins aujourd'hui, vu l'état du championnat tel qu'il se passe, les gamins sont option, c'est les clubs européens. Maintenant, quand un petit arrive à 18 ans et que les clubs européens ont estimé qu'il n'a pas encore le niveau pour prétendre à une place là-bas, il se retourne maintenant vers ces clubs-là. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, je pense que plus on va développer le championnat. Si Coton est capable d'attirer les jeunes, je pense déjà que Coton le fait par rapport à d'autres clubs. Donc, si Coton, à la fin de la formation d'un gamin qui n'a pas d'opportunité plus que Coton, et que Coton s'intéresse à lui, oui. Mais nous, on forme des gamins pour avoir 18 ans. Et après 18 ans, ils ont le choix, soit d'aller dans les clubs au pays ou bien d'aller n'importe où. Mais avant 18 ans, nous, on préfère finir leur formation. D'accord. Ok, Mbododje, à toi et après on avance. Ouais, Michel, bon, j'avais une petite question, mais tu y as presque répondu. Mais ma question était de savoir si du fait que vous vous entraîniez, c'est-à-dire je parle de toutes les catégories, est-ce que le fait de ne pas avoir de championnat et de compétition régulière, c'est-à-dire un championnat qui ferait en sorte que vous mettiez en application et que vous ayez des oppositions cohérente toute l'année et tous les week-ends, est-ce que ce n'est pas un peu embêtant pour le développement ou bien pour la progression des enfants que tu encadres? Merci. Oui, déjà, c'est une très belle question. Pourquoi? Parce que sans compétition, le gamin ne peut pas bien s'évaluer. Si un gamin n'est pas bien évalué, il ne sait pas à quel niveau il se situe. Déjà, on a un championnat. Par contre, le championnat régional, c'est un très bon championnat parce qu'il est dur. Nos gamins, très tôt, déjà à 15-16 ans, on arrive déjà à mettre des gamins dans le bain. Et ils arrivent à trouver des joueurs très expérimentés en régional. Donc, on a un championnat régional qui est joué régulièrement et qui permet à l'UFBC de vraiment évaluer les joueurs et de vraiment faire en sorte qu'ils se frottent contre des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et beaucoup de talent aussi. Donc, on utilise ça. C'est pourquoi les catégories jeunes, nous, on ne laisse pas de vide. Comme le championnat de jeunes ne se joue pas souvent et qui se joue souvent à des périodes qui ne sont pas très adéquates, on essaye toujours de mettre des compétitions. On fait des matchs amicaux tous les week-ends. Et comme des matchs amicaux n'ont pas cette saveur-là, même si vous mettez tout ce qu'il faut autour pour que ça donne l'ingrédient, pour que les gamins soient motivés, excités pour pouvoir se surpasser et pouvoir atteindre le niveau de perfection qu'on veut à chaque fois après une semaine de travail, ça ne peut pas. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé de créer des tournois. C'est pour ça qu'on a créé le championnat, on a décidé de créer Easter Cup, on a décidé de créer le championnat d'ITAP, on a décidé depuis beaucoup d'années de financer le tournoi de Limbe pour que nos gamins ont toujours à une période de l'année une compétition majeure qui les permet de justement pallier à ça. D'accord. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai une autre question pour continuer dans une autre thématique. Peux-tu nous partager des histoires de joueurs découverts par l'Académie qui ont ensuite brillé en Europe? Bon, je vais parler peut-être de Régis Mougoué qui est à Marseille. C'est pas moi qui l'ai recruté, il a été recruté par le canal de la Coupe Top. Moi, je me rappellerai toujours la première séance. Normalement, la première séance et la première semaine de travail avec les U14, on fait une semaine récréative, on fait du jeu,
on varie. Je me rappelle le premier jour, j'ai mis, parce qu'à cette période-là, moi, je ne participais pas au recrutement final de la Coupe Top. Donc, j'arrive, c'est mon premier contact avec les gamins et je fais un 2 camps sur la moitié de terrain. On fait venir les goals mobiles. On dépose, je fais une opposition de 10 contre 10. Et à peine 2 minutes de jeu, on met un ballon sur le côté pour Régis Mougoué. Et le gars me fait un contrôle. Mon Dieu, on dirait qu'il avait déjà fait 2 ans à l'école de foot. Il me fait un contrôle plat du pied. Il met le ballon juste dans sa course. Il accélère et la qualité du centre est vraiment parfaite. Et je me tourne, je regarde et le manager sourit. Et on comprend qu'on a une pépite. Et qu'on a vraiment une pépite. Et directement, moi qui n'ai pas censé intervenir, faire un jeu dirigé et commencer à parler aux gamins qui est juste là normalement pour voir comment ça joue, voir les défauts, voir les qualités et voir l'ampleur du travail, ce qu'on aura à faire au cours de l'année. Parce que ça me donne quand même une photo de ce que j'ai à faire pendant l'année. Et directement, je m'emporte et je dis non, ne fais pas les contrôles sur la ligne. Déjà, ce qu'il avait fait était très bien. Mais je lui dis, quand le ballon vient et comme le latéral est en retard, fais-moi un contrôle en allant vers le premier poteau. Là, tu bats tout le monde et ça te permet d'entrer dans la surface et ça te permet de faire le petit ballon ou bien de finir l'action une fois. À peine 2 minutes, on lui met un ballon et le gars me fait un contrôle exactement comme j'ai dit. Et je regarde, je dis merde, on a des gamins qui sont déjà à leur 2e année, qui ont du mal à faire ça. Lui, premier ballon, il fait ça. 2e ballon, il fait ça. Et je me dis, ah waouh, quel joueur. Et c'est des joueurs qu'on n'a pas beaucoup paniqué. On a beaucoup travaillé sur son mental parce que c'est ce qui lui manquait. Et il avait déjà tout ce qu'il faut. Et en plus, on arrive au tournoi de Limbe avec le même joueur, avec la catégorie de Carlos et tout ça. Et les gars font le premier match superbe. Les 3 matchs de poule sont magnifiques. Je m'assois carrément, je bois de l'eau, je regarde le coach adverse au banc et je me dis, ah, tu vas souffrir cette année. J'étais sûr d'avoir le trophée. Moi-même, j'étais dans mes débuts et j'apprenais. Demi-finale, je n'ai pas reconnu les gamins. Dalbaï qui est à Dijon était dans l'équipe. Carlos Balepa était là. Manning qui est encore là, qui est en attente de quelque chose, était là. Mougoué. Et on s'est fait battre par Dauphine. Et j'ai dit merde. Mais c'est une défaite qui a pris aux gamins. Et quand on revient en janvier, je décide de mettre une pression, vraiment une pression sur Mougoué. Je lui dis, tu peux jouer la Easter Cup. Et à l'époque, à l'école de foot, personne ne pensait qu'un gamin de cet âge peut jouer la Easter Cup. C'était jamais arrivé. C'était à partir de 16 ans que les gens prétendaient jouer la Easter Cup. Et à 17 ans que les gens, ça venait. Et là, je leur dis, vous savez, moi je connais le manager. Si vous mettez le niveau qu'il faut, il va y arriver. Et le petit a travaillé pendant 1 mois, il s'est donné à fond, Et Balepa aussi était dans le même engouement. Mais sauf que Balepa avait les petites blessures, ça l'a un peu freiné. Et je vous dis, il a joué Easter Cup pendant la Pâques. Après avoir perdu Limbe avec les 14 ans en Dexam, il a joué Easter Cup avec les 18 ans. Et il ne s'est plus jamais entraîné avec les 14 ans. Il est resté, donc il a fait ses U15 chez les 18 ans, il a fait ses U16 chez les 18 ans, il a fait ses U17 chez les 18 ans et il a fait ses U18 chez les 18 ans et jusqu'à ce qu'il se retrouve à Marseille. Donc c'est des exemples comme ça que quand je pense à ça, je me dis waouh, le gamin quand même, il a fait fort quoi, il a écrit l'histoire à l'UFBC. Donc c'est des petites anecdotes comme ça. Super, c'est vraiment captivant. Mbondoji, tu avais une question? Au risque au risque de bafouer le protocole et l'ordre qui nous Non, était établi. Bon, il y a une chose. Vraiment, encore, on voulait au milieu de tout te remercier pour ta disponibilité et on sent dans ta voix qu'il y a de la passion. Et tu n'as aucune difficulté à parler de ce que tu aimes, quoi. Et donc, c'est ce qu'on aime. Donc, ici, tu es dans un espace d'amoureux de football et d'amoureux de football camerounais. Donc, de jeunes et joueurs, de jeunes joueurs surtout. Donc, on apprécie déjà ton travail. On voulait le souligner. Et bon, l'actualité a voulu que tu sois sollicité aujourd'hui. C'est surtout parce que
on voulait savoir, parce que bon, je pense que tu vas me répondre par la positive, mais on voulait avoir ton ressenti par rapport au cru, c'est-à-dire à la vague qui est en train de sortir. Et on voulait entendre ton optimisme de vive voix, quoi. C'est-à-dire, est-ce que tu penses que le Cameroun et les équipes premières vont être bien fournies et est-ce que tu es optimiste pour l'avenir? C'est ça ma question de manière globale. Ouais, c'est au-delà de tout ce que je vais dire qui peut être un peu dans le sens contraire d'être optimiste. Au-delà de ce que je vais dire, c'est que tous ces gamins sont amoureux du maillot vert ou jaune. Les petits adorent le maillot vert ou jaune. J'ai jamais vu autant de joie dans leur visage quand on les appelait dans les catégories inférieures. J'ai jamais vu un gamin, même quand ils jouent nos tournois, mais dès qu'on les appelle à l'équipe nationale, tu sens le sourire. Tu sens même que les gamins viennent et disent, coach, qu'est-ce qu'on fait? Le gars oublie même les bases. Il commence à te dire, mais coach, comment je me comporte? Je lui dis, non, vas-y, vous êtes bien formés. Allez, faites ce que vous avez l'habitude de faire au quotidien et ça va passer. Ne faites surtout pas ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Faites exactement ce que vous faites d'habitude. Et rien que quand je sais que ces gamins ont l'amour du maillot, donc je n'ai pas de problème. J'ai pas de problème à ce niveau parce que je sais que quand ils vont bosser parce qu'ils ont envie de porter ce maillot-là. Mais maintenant, l'interrogation et la petite alerte que je veux faire, c'est que toute cette bagarre-là qu'on voit dans le football camerounais, moi, je ne veux pas prendre parti, je ne veux pas indexer quelqu'un, mais je dis ça n'honore pas. Ça n'honore pas. Après, on se plaint que peut-être qu'un joueur comme Carlos dise que non, il n'est pas prêt et tout ça. Parce qu'il faut un cadre, C'est des gamins que nous, on a bien encadrés. C'est des gamins qui ont été dans un cadre où on les a protégés, où on les a mis les valeurs. C'est des gamins qui savent ce qui est bien pour eux. Donc, il faut qu'à ce niveau-là, on fasse attention, qu'on travaille. Peut-être regarder le cas Onana. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça ne n'honore pas. Tu vois, ça ne n'honore pas. C'est des petits, c'est des joueurs que des plus petits en vie. C'est des porte-drapeaux. Donc, il faut qu'on regarde bien, vraiment, nos dirigeants regardent bien, est-ce que ça vaut la peine, toute cette bagarre, est-ce que... Il faut qu'on arrange les choses et qu'on met des conditions pour que ces talents-là, arrivent. Parce que, vous le savez, l'Europe, ça ne blague pas. Demain, vous allez entendre qu'un gamin a signé telle nationalité, il ne veut pas jouer pour le Cameroun, vous allez dire non, il n'aime pas le maillot, il n'aime pas ceci. Et quand vous voyez la joie que je vois au quotidien sur ces enfants-là, quand on les appelle à l'équipe nationale, vous ne pouvez pas dire que ces gamins n'en aiment pas, mais il faut qu'on fasse attention. Mais pour l'optimisme, moi je suis content, il y a beaucoup de choses qui sortent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'améliore, que ce soit avec l'Académie des brasseries ou pas. Les autres, on sent qu'il y a une évolution, on sent que les Camerounais s'améliorent. Mais je vous dis, mon opinion personnelle est qu'on peut faire, ce que vous voyez là, c'est rien. On peut faire 1000 fois mieux. 1000 fois mieux, que ce soit avec nous, que ce soit avec les autres. Si on met plus d'envie, plus de passion, plus de moyens, je vous jure, on peut faire 1000 fois. 1000 fois. Donc, c'est dommage, parce que là, on voit quelques-uns. Regardez comment on s'enflamme juste pour ces joueurs. Moi, au quotidien, je vois tellement de gamins qui ont besoin. Imaginez, dans chaque ville de ce pays, on a des structures telles que la nôtre, où les éducateurs sont bien payés, où les éducateurs sont triés par rapport à leur passion et qu'on les accompagne, que la passion doit être accompagnée par les moyens. Vous allez voir qu'il y a plein de gamins là qui ont bien commencé à partir de 14 ans, par manque de suivi, le niveau baisse. Avant, on n'arrivait pas à sortir de ces joueurs-là à cet âge-là. Mais aujourd'hui, on arrive. Ça veut dire quoi? Si les joueurs comme Carlos Balepa, il a la chance qu'il a eu son père. Hein? Il a eu son père qui l'a pris très tôt, qui a commencé le travail. Ce qui fait que quand il arrive à l'école de foot, ça a été une continuité. Combien de gamins ont la chance d'avoir un parent éducateur qui est capable de s'investir comme ça? Donc c'est compliqué. C'est d'où on voit des gamins qui vont exploser peut-être à 22 ans parce qu'ils ont un retard. Ils ont commencé le ballon un peu tard. Donc il faut qu'on continue à travailler. Ce qui est déjà fait bien, c'est motivant. C'est maintenant la balle est dans leur camp. Ils sont dans les pays européens. C'est à eux de travailler, de continuer à mettre du cœur, de continuer à s'appliquer, écouter ce que les entraîneurs leur disent. Et c'est à nous maintenant de se dire si on est capable de faire ce genre de trucs.
Ça veut dire que si on met plus de moyens, plus d'envie, on met plus de cadres pour les gamins, on pourra sortir des joueurs à 18 ans qui sont capables d'aller nous gagner la CAN en Côte d'Ivoire. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet-là. Ça, c'est clair. Mais je vais te demander, je vais te poser une petite question. Il y a une petite pépite en brasserie que j'adore beaucoup. Je l'ai vu jouer au jeu de la francophonie. Son prénom, c'est Dimitri Camille, Manim. Oui. J'aimerais savoir, parce que je veux qu'il est très, très, très talentueux. Je sais pas si tu pourrais un peu nous le décrire et nous dire, si tu peux, bien sûr, parce qu'on entend beaucoup son nom en Europe. Qu'est-ce qu'il en est, quoi? Moi, par rapport à mes informations, on m'a dit qu'il est en train il est en pourparlers avec Bordeaux. Et la dernière fois qu'on m'a parlé de lui, c'était pas encore fait. J'espère qu'il pourra trouver un accord avec Bordeaux. Donc voilà ce que je peux vous dire du petit. Donc on m'a dit que vraiment il est comment il peut dire ça? Il est vraiment avancé avec Bordeaux dans les négociations. Bon, j'espère qu'il va, Non, mais ce il que va je voulais avoir son savoir, contrat. c'est que toi qui as eu la chance de le voir au quotidien, est-ce que tu Mhm. peux décrire, le présenter, le joueur pour ceux qui l'ont jamais vu en fait? Parce que Mhm. il a choqué certains d'entre nous ici. Et déjà, je voulais faire une anecdote sur lui avant d'entrer dans la question proprement dite. Ok, il n'y a Sens-toi pas de souci, libre. on te laisse. Vas-y, vas-y. C'est toi Voilà, qui Manning, donne. Manning, quand je parle de Manning, je pense toujours à ça. En fait, Manning, il arrive aux brasseries et première séance d'entraînement, le manager me dit, bon voilà, il y a un gamin un gamin qui va venir faire des essais là, il est très bon, il est très bon. Tu vois son niveau et tu me fais signe. Et ce jour-là, nous, on travaille à la zone industrielle, donc on ne travaille pas sur notre terrain en Dokoti. Donc je prends le gamin, on va dans le bus, on arrive à celui, comme je me rappelle, c'était un jour où je ne devais pas faire du jeu, mais comme il était là, il fallait faire du jeu pour voir un peu ce qu'il valait. Donc je fais du jeu. Et dans mon équipe, j'avais Carlos Balepa et j'avais que Toko. Je pense qu'on m'a dit qu'il a signé peut-être, je ne sais pas dans quel club il a signé actuellement, mais c'est quelqu'un qui est là dans la même équipe avec Balepa. Et c'était mes deux références en termes de physique. Donc, quand je faisais l'opposition, je mets Toko Balepa dans la même équipe. Ah, vous êtes mort. Vous êtes mort. Là, techniquement, c'était vraiment fort et physiquement, c'était. Prenez un peu la rage de Rigaud et vous mélangez à peut-être la technique, la technique que vous voyez aujourd'hui de Carlos. Le gars, ils étaient arrachés. Et un nouveau arrive et Manning les a mis au pas. Il était très simple. Il n'avait pas la technique avec Carlos, mais il jouait simple, propre. Il se déplaçait, on faisait un petit jeu, un carré de 30 sur 30. On faisait du 5 contre 5 avec quelques jokers sur les côtés. Et le gars, physiquement, Balepa arrive pour mettre l'épaule. Le gars, il met l'épaule, Balepa au sol. Toko vient, il met au sol. Les gars font les tacs. Et je faisais exprès de ne pas siffler. Donc j'ai laissé les Balepa faire beaucoup de fautes quand même. Et malgré les fautes, ils n'ont pas pu physiquement mettre l'équipe de Manning vraiment en difficulté. Et quand je rentre le soir, j'oublie de faire mon rapport en fait. Je suis pressé parce qu'on m'a appelé à la maison, je voulais rapidement rentrer pour des occupations familiales. Et j'arrive à la maison, le manager m'appelle, il me dit Michel, c'est comment avec le petit là? J'ai dit MG, magnifique. Et je vous dis, je suis dur en éloge. Vraiment dur. Et le manager me dit, mais mon petit, comment tu peux dire qu'il est magnifique? Moi, j'ai demandé aux autres, au directeur technique, on m'a dit il est moyen, que c'est pas mauvais, mais je dis, MG, moi, je ne sais pas ce que les autres t'ont dit, mais je te dis, il est magnifique. Il me dit, attends une minute. Il raccroche. Et j'imagine qu'il a appelé le directeur technique et les autres. Et les autres continuent à lui dire, il est moyen, il est ceci. Il me rappelle, il me dit, mais comment les autres me disent il est moyen? Je dis, MG, vraiment, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas l'habitude de donner les éloges aux joueurs. Le gamin, je ne le connais même pas. Je vous dis, il est magnifique. Il a mis Toko et Balepa KO. Il me dit, ah bon?
Dans tous les cas, demain, on va voir ça. Il va travailler avec les 18 ans. Il ne travaille pas avec toi demain. Et j'arrive, le patron m'avait mis tellement de pression que j'arrive et j'appelle le petit. Je lui dis, aujourd'hui, moi, je ne vais pas travailler avec toi. Moi, je m'en vais dans le même site que hier. Tu as intérêt à me faire minimum la moitié de ce que j'ai vu hier. Sinon, toi et moi, quand j'arrive, c'est la bagarre. Et le petit me dit, non, coach, calme-toi, je vais les mettre d'accord. Et quand j'arrive au stand, je me dis, bon, peut-être le petit, parce que le foot, c'est aussi ça, hein, un petit peut être très bon et il y a une journée qui ne dit pas la vérité sur son talent. Et j'arrive et je cherche le petit, je me rends compte que le petit est déjà intégré, quoi. Donc, mais je dis que, mais où est le petit? On ne parlait même plus du fait qu'il va revenir le lendemain faire des tests. Le petit était carré, il était pris. Bon, maintenant, moi, je dis, personnellement, moi, j'ai pas aimé le tournoi du petit. Vous avez aimé parce que vous ne savez pas de quoi il est capable. Il n'a pas joué à son poste, non? Il n'a pas joué à son poste. Non, qu'importe le poste. Moi, je ne juge pas les gamins de cet âge-là leur poste. Pourquoi? Parce qu'ils ont des qualités intrinsèques. Ils ont beaucoup de qualités qui les permettent de jouer à 1000 postes. Moi, je dis juste que le petit, ça fait déjà 1 an que le petit n'est pas vraiment à son niveau. Parce qu'il y a le petit au niveau par rapport à ses coéquipiers et aux adversaires. Mais par rapport à ce que lui vaut, il n'est pas au niveau. Ça fait 1 an, il a freiné un peu le pied. Je pense que le fait d'avoir 18 ans et sentir que bientôt il finit sa formation, est-ce qu'il va être pris, les doutes de tout ça ont fait en sorte. Et aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui ne donnent pas de bons conseils aux enfants. On leur dit, vous êtes tout beau, vous êtes tout bien. Ils ignorent qu'on ne juge pas un petit comme ça par rapport à ce qui est autour de lui ou bien par rapport au niveau régional dans lequel il joue. Aujourd'hui, s'il va à Bordeaux, on va lui juger par rapport aux joueurs qui sont à Bordeaux. Et tu vas trouver des joueurs là-bas qui ont beaucoup de talent et en même temps qui ont beaucoup d'expérience. Et il va falloir qu'ils s'imposent. Aujourd'hui, on ne va pas dire que Balepa est jeune. Oh non, non. Le Lillois, s'il reste à Lille, va dire on veut gagner le match. Balepa, il doit faire mieux que ceux qui sont sur le banc. Donc ça va être la même chose pour lui. Et pour ça, je dis, il a fait une année qui pour moi n'était pas bonne. Mais comme il a beaucoup de qualités et qu'il avait beaucoup travaillé dans le passé, ça l'a permis de faire le tournoi que vous avez vu. Mais il est vraiment au moins à 50 à 60%. Donc vous imaginez s'il avait vraiment travaillé par rapport à ce que moi je pense qu'il aurait appelé des équipes plus importantes que Bordeaux. Hein. Donc c'est un joueur puissant, c'est un joueur qui, sur une moyenne de 1 à 10, au niveau technique, je lui mettrais 7 ou 8. Et au niveau athlétique, il est très fort. Vous avez vu que pendant le tournoi, il traînait un peu du pied. Il est capable de faire 3-4 fois plus que ce qu'il faisait là. C'est un joueur qui a une belle frappe, un beau jeu long. Un joueur qui est très intelligent dans les petits espaces et qui se projette aussi beaucoup. Mais pas pour jouer de la tête. Dans les 1-2, il s'appuie beaucoup sur les autres pour se projeter. Il a cette capacité de jouer box and box. Il doit progresser sur son jeu de tête. Il doit progresser sur son mental, être capable de garder une bonne intensité durant tout le match parce qu'il a tendance à monter et de temps en temps à descendre. Il faut qu'il soit constant là, à ce niveau-là. Donc voilà ce que je peux dire de ce gamin-là. Mais il est bourré de talent. Et aussi, il est impulsif. Faut qu'il travaille. Voilà, il doit aussi gérer ce côté-là. Au niveau mental, il se laisse emporter. Il se laisse beaucoup emporter. Surtout quand il a un adversaire qui... Parce que moi, ce que je lui donnais comme conseil, c'est que quand tu vois déjà un adversaire qui commence à jouer avec des coudes, qui commence à te piétiner la cheville, ça veut dire qu'il n'y arrive pas. Donc, il utilise des moyens orthodoxes pour pouvoir te mettre mal à l'aise. Toi, tu devrais répondre toujours par le jeu. Ça veut dire qu'il est en difficulté, tu ne réponds pas le jeu. Parce que quand il fait comme ça et tu réagis, ça te vaut des cartons rouges. Ce n'est pas la première fois. Vraiment, tu viens de me rappeler quelque chose d'important. Il a déjà eu plein de cartons rouges durant nos matchs amicaux et durant le régional. Donc à ce niveau-là, il faut qu'il progresse. Parce que dès que les adversaires vont avoir cette information-là, ils vont le provoquer et il va finir par mettre son équipe en difficulté. Ok, merci. Bon, on va te laisser, on va prendre les 2 dernières questions et on va te laisser partir tranquillement. Doug Saga, oui, vas-y. Merci. Encore une fois, vraiment merci au coach Platini, vraiment parce que
on peut voir, on peut ressentir l'enthousiasme dans ses paroles. Vraiment, ça nous revigore, nous tous ici, on est satisfaits. On est plus qu'enthousiastes face à cette génération de jeunes footballeurs camerounais. Même nous, ici à la Tanière, on a surnommé François Muguet l'éclair jaune de Konoa, tellement le petit va vite. Moi, ma question, elle se porte un peu... Parce que j'ai reçu aussi une question en DM. Je sais que pour vous, les encadreurs, il y a certains petits qui ont plus de visibilité et qui ont plus d'exposition que d'autres. Je vais par exemple prendre en exemple le petit Angel Yonjo, qui a beaucoup d'espoir. Donc, ma première question, je voulais savoir ce que vous pensez d'Angel Yonjo. Et la deuxième, c'est vous ou toi, si je peux te tutoyer, en tant qu'encadreur. Bien sûr. Oui. Du coup, toi, en tant qu'encadreur, comme je l'ai répété, il y a des petits qui sont peut-être plus exposés, ont plus de visibilité. Et je pense que tu as des petits qui sont sous-cotés. Et toi, tu penses, par exemple, sur ton opinion, que eux, s'ils sont dans les bonnes conditions, ils pourront même faire encore plus mal que la plupart des petits qui ont, entre guillemets, de la hype et qui sont connus. Donc, est-ce que tu peux nous glisser, je ne sais pas, 2 ou 3 noms de petits que tu vois évoluer aux brasseries qui, à ton avis, vont vraiment, pour reprendre les paroles de Flavien, vont choquer le football camerounais? Voilà. Le football mondial, tu veux dire? Oui, le football mondial, voilà. Ok, parce que même moi, là, je peux encore mettre les godasses. Hein. Je peux jouer même en 4e division encore. Bon, pour être sérieux, moi, je dirais, Angel, il a beaucoup de talent. Il a vraiment beaucoup de talent. Pour ceux qui l'ont vu jouer, c'est vrai qu'à la CAN, il était très moyen. Il n'était pas très bon. Pour beaucoup de raisons. Et justement, pour Angel, c'est quelqu'un qui aime travailler. C'est quelqu'un qui a du talent. C'est quelqu'un qui a la chance d'être à l'école de foot et qu'on va continuer à bien l'encadrer. Mais c'est quelqu'un que, s'il ne fait pas attention, il va passer à côté de sa chance. Pourquoi? Parce que ce genre de gamin, on n'en voit pas tellement dehors que quand il est dehors, on lui fait le mauvais discours. On lui dit tu es tout beau, tu es le meilleur, tu es ceci. Et les gens confondent souvent le potentiel avec ce que tu dois normalement acquérir. Il a beaucoup de potentiel. Mais il faut qu'il évite d'écouter de gauche à droite, que les gens arrêtent de le tromper. Il faut qu'il soit plus mature dans les discours qui arrivent à ses oreilles. Il faut qu'il se préserve. Personnellement, lui, il faut qu'il se préserve. Si il a la chance de ne pas avoir une blessure grave, s'il a la chance d'écouter les conseils du staff technique, de travailler et d'attendre le moment venu, je pense qu'il fera une grosse carrière parce qu'il a beaucoup de talent. Il a beaucoup de talent, il sait jouer de la tête, il a une facilité dans l'élimination, il va vite, il est très intelligent, il adore la compétition. Maintenant, le plus dur pour ces gamins-là, c'est de se dire, ça suffit pour moi. C'est très facile pour un joueur qui a trop de talent d'échouer que pour un joueur qui n'avait pas beaucoup de talent de réussir. Parce que celui qui a moins de talent est très réceptif. Pourtant, celui qui a beaucoup de talent, il a tendance à croire que les choses sont acquises. Tu vois, quand tu joues un match, nous à l'école, à l'EFBC, ce qui compte dans un match, ce n'est pas forcément le résultat, c'est le contenu. Tu peux marquer 4 buts. Mais nous, quand on va faire ton bilan, on va te dire, tu as marqué 4 buts, mais tu as eu 10 occasions et tu as raté 6. Le ratio n'est pas bon. On est tellement exigeant à ce niveau que quand le gamin arrive à comprendre où on l'amène, il va avoir un mental un peu comme ce que Thierry Henry disait dans certains de ses reportages. Son papa lui disait, tu as marqué 2, mais regarde, tu as raté ça. Et tu vois, il était tellement obsédé parce qu'il a raté qu'il était toujours dans l'optique de s'améliorer. Donc il faut qu'il ait ce genre de mental-là. Et pour l'instant, je pense qu'on est à moitié chemin. On n'a pas encore traversé le 50% de ce que je pense qu'il doit faire pour arriver au top niveau. Donc il faut qu'il travaille. Parce que la vérité, c'est quoi? Il est arrivé au niveau de la CAN. Un stade avec plus de public, plus de journalistes autour, plus de paillettes, plus d'amis qui appellent. Est-ce qu'il s'est concentré? Est-ce qu'il s'est remis en question après chaque match? Ou bien il s'est dit, je marque un but et ça suffit. Donc pour ce genre de joueurs, je me dis, ça,
s'il respecte tout ce que nous, on les apprend là-bas, s'il est à l'écoute. Et quand il dit à l'écoute, ce n'est pas faire semblant devant nous. Hein. C'est que le gars accepte de prendre ce qu'on lui dit comme vérité. Et là, je pense qu'il fera vraiment un top joueur. Un top joueur. Donc voilà ce que je Et pense maintenant, pour du les petit. joueurs, Loupsaga, comme Loupsaga dit, les joueurs que tu penses, les joueurs sous-côté, les joueurs qui ne sont pas sous les yeux, sous les lumières, on va dire. Sous les feux des Projecteurs, projecteurs. on va dire comme ça. Je ne peux pas donner des noms. Je ne peux pas donner des noms. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans notre groupe, tous les gamins qui sont dans nos groupes, croyez-moi, sont des potentiels grands joueurs. Parce que tout à l'heure, quand ça ne passait pas bien, j'ai suivi quelqu'un dire que non, on n'avait pas, forcément les meilleurs joueurs. Et que c'était plus le travail qui était fait. Je pense que c'est un peu réducteur. C'est un peu réducteur. Normalement, je devrais être content d'une telle parole, mais c'est un peu réducteur. C'est une alliance des deux. Il faut du talent et il faut un bon encadrement. Si on n'a pas de talent et on a un gros encadrement, ça va pas donner des grands joueurs, ça ne va pas donner des top joueurs. Tu vois un peu, ça ne donnera pas. Si on a un gros talent et que l'encadrement ne suit pas, ça ne donnera pas un top joueur. Donc il faut les deux, Et maintenant, quand j'entends quelqu'un dire peut-être par exemple, ils n'ont pas les meilleurs. Moi je pense qu'il n'a pas la même, je ne dis pas qu'il se trompe, hein. Je dis juste qu'il n'a pas la même philosophie de football que nous. Parce qu'aujourd'hui, quand je me mets souvent, quand je regarde comment je peux dire ça, je regarde certains tournois et quand on met peut-être des tournois où nous on ne participe pas, hein, souvent on met tel joueur, meilleur joueur, les gens se plaignent. Parce que les gens aiment ce qui tape à l'œil. Les gens aiment, tu vois un peu, les gens aiment tout ce qui est spectacle. Tu vas voir un gamin, lui, il a la qualité de la passe. Il joue simple, il ne touche pas le ballon 3 fois. Tu vas te dire, ah, il n'est pas bon parce que tu as vu celui qui prend, il élimine 1, 2, 3. Mais pose-toi la question, est-ce que son déplacement l'éviterait de dribbler 3 joueurs? Est-ce que s'il se déplace mieux, il va juste avoir besoin de dribbler un joueur ou bien de faire une petite passe? Un peu quand tu vois les joueurs comme Thiago Motta, des Xavi, ce n'est pas des joueurs qui percutaient. Thiago Motta ne touchait pas le ballon 3 fois. Il contrôle, il donne, parce qu'il voit avant les autres. Il est plus lent que les autres, mais il voit avant les autres. Il se déplace avant les autres. C'est eux qui font une plus longue carrière. Voilà, parce qu'ils sont efficaces. Et les avisés du football, nos grands frères, les Pep Guardiola, les clubs, tous ces grands coachs-là, quand ils veulent ce genre de joueurs, et ils les détectent vite. C'est pour ça que tu vas voir, quand on finit un tournoi, le joueur du peuple, souvent, n'est pas le joueur que le recruteur vient prendre. Parce que le recruteur, lui, il est plus avisé. Il sait ce qu'il regarde. Donc, si tu regardes bien, tu vas voir qu'à 90%, on a les meilleurs joueurs du pays. Il y a toujours un joueur qui est très bon, qui ne jouera pas la Coupe Top, ou bien qui ne sera peut-être, il n'aura pas la chance d'être peut-être proche d'un événement, ou bien qui n'aura pas la chance d'être pris. Parce qu'il y aura déjà, comme la liste est tout petite, il y aura peut-être 11 ou 12 joueurs à prendre. Hein? Peut-être on aura déjà un Balépa et qu'on n'aura plus la place peut-être pour lui, il pourra nous manquer. Mais je pense qu'au moins à 90%, on a quand même ce qu'il faut par rapport à la Coupe Top. Ok, merci pour cette précision, Michel Platini. On va prendre El Pichichi pour une dernière question avant de te libérer. El Pichichi, vas-y, tu peux poser la question. Je vais répondre un peu au coach, au coach, oui. Coach, quand je parlais de meilleurs joueurs, je ne parlais pas de meilleurs sur la tranche de 18 ans, 16 ans, non. Je parlais de meilleurs lorsque le joueur est pris dans la détection. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que là, vous prenez un joueur qui sera travaillé, qui bien sûr a du talent, qui sera travaillé. Comme vous avez dit, il faut un savant mélange entre le talent et le travail. Mais comme je dis, je pense qu'à la tranche de 14 ans, à U14, les brasseries n'ont pas les meilleurs, parce qu'il y a des meilleurs qui sont ailleurs, mais qui justement n'ont pas ce cadre-là. Donc quand je parlais de qualité intrinsèque, pas de meilleurs en fin de formation, en cours de formation, non. Si c'est ça, c'est indéniable. Comme Nagida Aboubakar, on sait
par Tu rapport à sais ce à qu'on quel voit âge ailleurs. Bon, regarde un peu comme Aboubakar Nagida. Tu sais à quel âge on l'a pris? On l'a pris à 11 ans. Oui, justement, il sait que vous l'avez pris à Real Foot Academy, c'est ça, non? Non, on l'a pris à 11 ans. Je me rappelle plus très bien. Je me rappelle plus très bien. Oui, Mais je c'est ça, pense je qu'on vous l'a dis. pris à... Oui, vous l'avez pris à 11 ans, c'est à Real Foot Ouais, Academy qu'on l'avait pris. voilà. C'est là que Regarde, je dis justement. regarde, on l'a pris à 11 ans. On l'a pris à 11 ans. Moi, je ne vais pas te mentir. Moi, mon doute personnel sur ce petit, c'était de savoir s'il aura une bonne taille pour être un bon footballeur. Tu vois un Exactement, c'est le peu. retour que j'ai aussi eu. Oui, oui, oui. Voilà, moi, j'avais ce problème. Mais dès le plus jeune âge, ce n'est pas les gamins que moi, j'ai appris grand-chose. Hein. Je l'ai appris tactiquement les choses. Je l'ai appris à favoriser l'efficacité au plaisir. Parce qu'il a tendance à vouloir trop se faire plaisir et à négliger l'efficacité. S'il faut, à l'époque, si tu étais bien démarqué, qu'il fallait te faire une petite passe de 10 mètres pour que tu marques et qu'il y avait un joueur qui venait très mal là et qui doit mettre le petit pont et mettre un double petit pont et permettre à l'équipe adverse de se replacer, il le faisait. Donc voilà un peu où les joueurs comme ça qui ont beaucoup de talent, nous on intervient, on les recadre, on les travaille mentalement. Un peu comme avec Manning là. Il faut être capable de te retenir. Donc Aboubakar, c'est un gros talent. Moi je doute fort même qu'il va finir latéral. Hein. Je pense que c'est un petit qui joue. Il joue partout. Tu le mets Il joue même au goal, partout, il oui. joue. Tu le mets au goal, il joue. Tu le mets même coach, il coach. Tu vois, mais c'est un gamin qui, à vue d'œil, quand tu le vois à distance, tu penses que c'est un têtu, que c'est pas un gars qui est obéissant par rapport à son quartier, par rapport à son attitude. Mais c'est un gamin Oui, oui, exactement. tellement respectueux, tellement gentil, tellement aimable. Je te dis, tellement aimable. Il est toujours à l'écoute, il est toujours à ceci. Mais bon, comme c'est un gamin, il a eu ces moments où il était là, tubulant. Et c'est des gamins qu'il faut pousser à travailler. Parce que quand un gamin a le ballon, il est capable de dribbler tout le monde. Il dit tout le monde, il marque. Qu'est-ce que tu vas lui dire que non, donne vite le ballon à tel moment. Et le message ne passe pas. Donc il faut être capable de convaincre ce gamin-là à le faire. Donc moi je disais, quand les gamins sont tout petits, les gens ont tendance à voir souvent le résultat des matchs des U14 et dire qu'ils ne sont pas bons. Non, on a un processus, on a des objectifs durant des matchs. On a travaillé quoi? Qu'est-ce qu'on veut voir dans ce match? Si la victoire vient, la victoire est toujours belle. Hein? Si la victoire vient en ayant fait du jeu comme on a demandé, c'est bien. Mais ça ne vient pas, c'est pas grave. Parce qu'on sait, s'il y a le jeu, si les enfants font à 90% ce qu'on fait, il y aura plus de victoires. Tu vois un peu. Donc, et nous, on n'aime pas prendre un gamin en U13 et qu'en cours de route, on le lâche. Donc, généralement, tu vas voir que les top joueurs de l'école de foot, c'est des gamins qui ont commencé de 12 ans en haut. Sauf que bon, on n'a pas la même vision. Et nous aussi, on s'adapte et on est humble. Ça veut dire quoi? Un gamin, on peut le prendre latéral. Il développe d'autres qualités qu'il n'avait pas quand on le prenait. Et nous-mêmes, on s'adapte en le mettant ailleurs. On peut prendre quelqu'un avant centre, il se retrouve défenseur central par rapport aux qualités qu'il développe et par rapport peut-être à des objectifs qu'on s'était fixés et qui n'arrivent pas, mais qu'il a plutôt développé autre chose. C'est pourquoi, à la base du recrutement, on ne prend pas un joueur par rapport à ça, on prend un joueur par rapport à son intelligence. Est-ce que c'est un bon joueur de foot? Oui, même si c'est comment, on le prend, on le jette là. C'est un bon joueur de foot, oui, on va le développer. Parce qu'un gamin qui a 1m50, après, quand il grandit, après peut-être 3-6 mois, il a 1m60, il a 1m90, c'est plus le même joueur. Il faut s'adapter. Mais s'il n'a pas le cerveau qui va avec, s'il n'a pas ce cerveau-là, et c'est pourquoi je suis très content des pépites qui montent là. Pourquoi? Parce que les nouvelles pépites, avant, on venait nous prendre seulement des gros durs, des gens qui étaient physiquement très forts. Aujourd'hui, quand tu vois Balépa, tu sens que c'est un vrai footballeur. Il n'a rien envie à quelqu'un qui s'est formé dans le monde et partout. Et tu vois Aboubakar Nagida, il est bien formé, il est intelligent, il n'a pas de problème tactique, il peut s'adapter. S'il continue à être sérieux, il va s'adapter. Donc c'est des détails comme ça, des jeunes comme Bitem qui est à Strasbourg. C'est des jeunes qui sont des bons footballeurs. Et au-delà de ça, maintenant, nous on les inculpe ce côté athlétique-là qui se transmet par le travail. Mais le cerveau ne se remplace pas. Le cerveau là, quand tu l'as, tu l'as. Donc c'était un peu pour compléter ce que tu as dit là. D'accord, merci.
Ok, bon, le Noiro, Oui, j'avais une après, on question va quand pour même. Michel. Michel, compte tenu Pour de terminer, Oui. hein. Pour la terminer, ouais. stratégie, je me posais la question, mais pourquoi les matchs des jeunes de brasserie ne sont pas bons enregistrés ou, on va dire, publiés sur les réseaux pour plus d'exposition? Pour ceux, par exemple, ces scouts-là qui ne peuvent pas se déplacer pour aller voir, par exemple, les championnats de Jérémy Ditap ou les championnats, la Easter Cup. Je me posais cette question, mais pourquoi ces matchs-là ne sont pas retransmis pour ceux-là qui sont à l'extérieur du pays pour avoir un peu, on va dire, une idée sur ces joueurs-là et pourquoi pas, on va dire, euh, tirer Bon, le réseau bon de recrutement. c'est vrai, c'est un projet qui a été mis sur pied déjà. Je pense que, surtout chez les 18 ans, on commence déjà à filmer les matchs, surtout les matchs de tournois. On commence déjà à filmer, mais c'est un projet. C'est un projet, c'est pas encore un truc qui est déjà calé. Mais tous les matchs de tournois, que ce soit les 14, que ce soit les 16, que ce soit les 18, c'est filmé. Maintenant, les matchs de championnat, les matchs amicaux, tout ça là, c'est pas fait de façon systématique. C'est pas fait de façon systématique, mais c'est quelque chose qui vient. Maintenant, à mettre ça sur le projet. La dernière fois, on avait fait la Easter Cup, je me rappelle plus trop de la date, il y a peut-être 3 ans, où on avait fait de façon, c'était en live à la télé. Je pense que ça passait à Canal 2, si je ne me trompe pas. Et ça passait aussi dans certains médias. Il y avait Laura Dave qui montrait ça en direct. Et je ne me rappelle plus encore qui. Mais il y avait 2 médias du net qui montraient en direct. Il y avait Canal 2 qui montrait. Et c'était enregistré. On a essayé cette expérience-là. Bon, j'ai pas encore eu le retour. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été. Et c'était vraiment en direct. Donc, je ne sais pas pourquoi on n'a pas refait ça. Mais je pense que c'est un problème qui va être résolu. Parce que c'était une très belle expérience. Les gens ont beaucoup aimé. Bon, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été reconduit. Mais pour les matchs de 18 ans, on les fait. Pourquoi? Parce qu'un gamin peut ne pas être bon dans un tournoi. Après, les gars peuvent aller voir des enregistrements, voir des matchs qui sont passés et voir que bon, c'était juste une mauvaise passe. Le gamin, il est vraiment bon. Donc, on a nous-mêmes intérêt à enregistrer les matchs. Bon, maintenant, la question de diffuser en direct, je ne sais pas encore. Je ne sais pas comment ça va être développé. On a fait une expérience, ça s'est bien passé. Je ne sais pas pourquoi c'est pas fait. Ok, merci Michel, Ok, merci beaucoup. ok. Merci. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour ces témoignages enrichissants et fructueux envers toi, Ok. Michel. Ah, nous te remercions. Et puis, C'était un réel et plaisir. puis, moi, j'avais un petit mot, un dernier mot quand même, Michel. Ça a été très, très enrichissant de discuter avec toi et d'évoquer la formation jeune au Cameroun, parce qu'il faut savoir, c'est que il y a un certain nombre, c'est un endroit où il y a beaucoup d'ombre au Cameroun, où des questions ne sont pas très claires. Tu as évoqué le fait que on ne paie aucun franc CFA s'il faut intégrer cette école-là. Tout au contraire, on se fait payer même le transport s'il faut aller passer les tests. Vraiment, merci à toi d'être venu. Et puis, petit clin d'œil, je vois, tu te fais appeler, pas que tu te fais appeler, tu t'appelles Michel Platini. Moi, c'est Stéphane Guivache. Nous sommes tous les deux champions du monde 98. Donc, pourquoi pas Voilà. un petit Aïe, Platini n'est aïe, pas aïe. 98 ans. Platini, tu me 98. feras une Il n'est Aïe, pas de émission. 98, il c'est n'est pas, Je pas suis champion champion du monde, d'Europe. Je Platini. suis champion Mais d'Europe. Stéphane, Je suis champion d'Europe. Stéphane, Ah, tu n'avais pas du mal à ah, porter le nom de Givac. Hein. mais Mais Guival tu n'a pas joué. Hein. représentes un- Guival a Mais joué même. il a, il a Stéphane, joué quel ballon? C'est pour ça que je dis que lui, il n'avait pas, par contre, du mal à porter le nom de Givac. Non, mais encore une En- fois, Michel, vraiment, je ne saurais assez te remercier d'avoir donné de ton temps. Vraiment, les mots nous manquent même. Et d'ailleurs, ça nous permet, parce que, bon, tu l'as glissé dans ton propos, dans un de tes propos, mais ça a échappé à beaucoup d'entre nous. Michel est de la famille de l'illustre coach Diallo Siewe, que beaucoup ont connu de près ou de loin. Et j'allais même, cette question m'a même échappé. Paix à son Oui, âme, paix hein. à Paix son à âme. son âme. Cette question m'a même échappé, mais bon, on pourrait t'entretenir pendant des heures et des heures, parce que j'allais te demander également si l'influence de Diallo n'a pas
ne t'a pas incité diffusé. à être un Ne encadreur. s'est pas diffusé sur toi. Voilà, ne s'est pas diffusé, n'a pas dégouliné sur toi. On se comprend, Moula. Pardon? Ouais, Je dis, on se ouais, comprend. ce que je peux dire, c'est que déjà en tant qu'homme, c'était un homme, il a fait de bonnes choses, il a fait de mauvaises choses, il a aidé beaucoup de gens, il a heurté beaucoup de gens. Et c'était un homme public, comme il le disait souvent. Et quand on est un homme public, et on est des humains, on commet des erreurs, on blesse des gens, on aide des gens. Le plus important, c'est d'essayer de faire le maximum de bien autour de soi. Moi, mon grand frère, il y a deux volets de mon grand frère. Moi, mon grand frère, en tant que grand frère, en tant qu'humain, moi, je l'ai aimé beaucoup, la personne. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est sorti de nulle part et qui a écrit son nom. Il est sorti de nulle part, il a écrit son nom. Il disait souvent, c'est quelqu'un qui faisait la fabrique des parpaings au quartier. Et du jour au lendemain, il a dit, bon, je vais me mettre dans la passion. Moi, j'aime le foot, je vais aller. Il n'avait pas de connaissances, il ne s'était pas formé. Lui-même, il n'avait pas été footballeur. Et il a fait tout ce qu'il a fait. Il a commencé à travailler, à mener les jeunes dans les stades, la Coupe Top, beaucoup de choses. Après, ça a été la Cadisport. Après, ça a été la Fondation Eto. Après, ça a été Union de Douala. Et il a eu beaucoup d'influence. Moi, en tant que personne, ce qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait beaucoup l'aimer, c'est qu'il est quitté de rien. Et il a dit, je vais écrire mon nom. Là, ça m'a marqué. Maintenant, en tant que technicien, c'est quelqu'un qui avait du mal dans la communication parce qu'il était repoussant. Souvent, je ne le comprenais pas. Mais aujourd'hui que moi-même, je suis dans le métier, souvent, je lui donne raison. Et quand je lui donne raison, les gens se moquent de moi parce qu'il y avait un recul qu'il avait qui lui permettait d'avoir un peu la bonne santé mentale. C'est quelqu'un qui aimait le foot. Le foot va avec la passion. C'est quelqu'un qui aimait le foot, c'est quelqu'un qui s'est battu pour les jeunes. C'est quelqu'un qui sentait qu'il pouvait apporter quelque chose et qui s'est battu pour apporter quelque chose. C'est quelqu'un qui avait la philosophie du bon jeu. Donc ça m'a beaucoup influencé normalement parce que lui-même, il m'a entraîné à la Cadisport, il m'a entraîné à la maison, il m'a entraîné à la Cadisport. Et involontairement, j'ai appris de lui. Et souvent même, il y a des choses aujourd'hui que je mets en place. J'ai un coup d'avance sur les autres. Et quand je me rappelle bien, je vois que ça vient de lui. Donc le fait de vivre à côté de lui, d'être à côté de lui, j'ai eu à voir ce que c'est que le métier de coach. Vous allez voir, même votre confrère, comment j'oublie son nom, celui qui m'a contacté de venir là, j'ai été très réticent avec lui. Lui-même, il a été très poli dans ses messages pour m'inviter, tout ça. Mais j'ai été très réticent parce que aujourd'hui, dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui se permettent beaucoup de choses, beaucoup de largesse et tout. Et je lui ai dit non, moi je veux bien venir intervenir, mais il faut savoir que comme je ne viens pas officiellement de la part de l'école, il faut savoir qu'il y a des choses que je ne peux pas parler, il y a des choses que volontairement, si on parle du jeu, on parle d'actualité, je vais parler. Parce que moi, je me sens libre et je pense que je suis libre de m'exprimer tant que ça ne heurte pas les gens, tant que c'est des choses qui peuvent apporter un plus à notre football, à notre jeunesse, pourquoi pas. Donc voilà comment mon frère m'a influencé. Si je dis qu'il ne m'a pas influencé, c'est faux. Il m'a influencé. Comme tous les éducateurs aussi, il y a aussi beaucoup. Tous ceux qui m'ont entraîné, honnêtement, c'est aujourd'hui que ça revient. Et je dis vraiment, c'est grâce à cette formation-là qu'aujourd'hui, je peux être capable d'amener les autres vers le haut. Ces gamins-là vers le haut. Donc, paix à son âme et encore, je sais qu'il est fier de moi. Parce qu'avant qu'il ne vive ces derniers moments, il venait souvent à l'école de foot. Parce qu'à l'école de foot, il n'y a pas de visite. Il n'y a pas de visite, mais comme lui, il était quelqu'un d'influent, quelqu'un qui a eu à travailler avec le manager à l'époque. Il venait souvent m'observer et il me disait non, ça c'est bien, il faut continuer, ça c'est bien. Et il m'encourageait à mettre de ma personne. À mettre de ma personne. Il me disait non, ne reste pas toujours dans les canaux de l'école de foot, ne reste pas toujours dans les canaux de ce que tu as eu il faut mettre de ta personne. Il faut utiliser tout ce que les autres te donnent comme exemple et mettre ta personnalité là-dedans. Et tu vas voir, tu aideras mieux les jeunes comme ça. Donc voilà ce que moi je peux dire de mon grand frère. Ok. Merci pour cet Donc, témoignage, alors, je Michel. pense qu'on a fait le tour, on Vas-y. s'est dit pas mal de choses. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu quand on parlait tout à l'heure, quand on disait tout à l'heure que là,
tu es dans une grande famille de foot et d'amoureux de foot, mais vraiment des amoureux. Parce que si on s'écoutait ou bien si on se laissait aller, on irait, on te confisquerait au moins jusqu'à demain matin. Donc, Non, quand il y a foot, hein, sauf si j'ai affaire qui est plus vital. Quand il y a foot, moi, j'ai pas de souci. J'adore parler football. d'accord. Et c'est ce qu'on devrait faire. Si tout le monde était passionné par ça, si c'était vraiment le moteur de tout ce qu'on faisait, c'est qu'on avance encore plus vite. Donc moi, c'est pas un souci. C'est pas un souci. D'accord. On parle football quand vous voulez. S'il y a des questions qui sont dérangeantes, je vous le dirai. S'il y a des questions que je peux répondre, j'apporte ma modeste contribution. Et vous savez, le foot, il n'y a pas de vérité au foot. Le foot, c'est l'échange. Il n'y a pas que toi, tu es diplômé de tel, toi, tu as telle carrière, toi, Non, le foot, c'est l'échange. Il y a quelqu'un qui n'a jamais joué au foot. Quand il te parle de football, il peut être passionné parce qu'il regarde. Il y a l'autre qui a une grosse carrière et il te parle de foot. Il y a ceux qui ont joué. Donc le foot, c'est l'échange. Et c'est dans l'échange qu'on avance et c'est dans l'échange qu'on est heureux, quoi. D'accord. Donc, merci Ok. à vous. Merci à vous. Merci. Nos remerciements sincères à Platini pour avoir partagé ses connaissances avec nous. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés au terme de l'émission. C'était un privilège de vous accompagner lors de cette exploration passionnante. Donc, mes co-hôtes, et un mot de fin. Moi, je dirais merci, Michel Platini. Merci à toi. Si moi j'ai quelque chose à ajouter, très, très prochainement, vous verrez peut-être dans les rues de Douala, Michel Platini faire une passe à Stéphane Guivache pour un but. Et volontiers, tu m'invites quand tu veux. Et puis aux différents auditeurs, ne manquez pas de vous abonner à nos différents comptes, La Tanière sur Twitter, La Tanière 237 sur Instagram, La Tanière 237 sur Facebook et bien sûr sur TikTok. Ne manquez véritablement pas de vous abonner pour ne rien manquer pour avec nos différents contenus de qualité. Et comme on vous a dit, c'est la rentrée des classes. Le football reprend ses droits et sachant que le football reprend ses droits, on vous prépare encore plusieurs émissions avec des invités de qualité. Sachez qu'en ce moment, nous travaillons pour vous ramener encore et encore un joueur pour le début de la saison, un joueur de qualité. Vous savez très bien que la saison dernière, nous avons enchaîné à peu près 15 invités, 15 joueurs de grande classe, de très grande qualité, beaucoup mieux que Canal+, que Canal 2, que qui d'autre que vous voulez sur une saison. Je pense quand même que cette saison, nous allons encore vous régaler. Nous visons vraiment loin et sachez que sans vous, nous ne sommes rien. Alors ne manquez pas à vous abonner. Il suffit simplement d'un petit abonnement, d'un like, d'un RT. Ça aussi, ça aide. Merci à tout le monde. Je ne sais pas si la Tania a quelque chose à rajouter. Non, c'est tout. Il faut signaler également qu'il y a un space spécial qui sera ouvert pour la liste du sélectionneur national. Tout à fait. Il ne saurait manquer, bien évidemment. Ok, merci beaucoup et passez une bonne soirée. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Ciao.